Ah, Halloween. Chaque année, cette période propice au visionnage de multiples films d'horreur amène un grand nombre de nouveaux visiteurs sur la chaîne, à la recherche de la perle rare à regarder. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue et vous remercie grandement de m'avoir permis d'atteindre les 90 000 abonnés. C'est juste incroyable. Aussi incroyable que cette fête, que nous célébrons tous à notre façon. Personnellement, vous vous en doutez, Halloween est pour moi un prétexte comme un autre pour regarder un nouveau long métrage terrifiant en sachant qu'un grand nombre d'entre eux ont pris pour thème, justement, cette soirée si particulière, ce qui n'est pas étonnant. Et chaque année, sur la chaîne YouTube, je cherche à parler de l'une ou l'autre de ces œuvres afin de profiter de cette atmosphère unique dans l'année. De la franchise Halloween, bien sûr, à Trick or Treat en passant par Ginger Snaps, l'étrange Noël de Monsieur Jack, La Main qui tue ou La Maison des Mille Morts, on peut dire qu'on a l'embarras du choix. Car on trouve de tous les genres au rayon des spéciales Halloween, de la comédie horrifique, du film à sketch, de l'animation, du film de loup-garou, du slasher, etc. Mais en dehors des choix évidents et extrêmement connus que je viens de vous citer, il y a bien sûr des films moins mis en avant qui vous feront passer une soirée de Halloween des plus sympathiques et j'ai décidé de me pencher sur le cas de l'une des franchises qui, à mon sens, représente le mieux l'ambiance de cette fête. Alors, si vous ne savez pas quoi regarder le soir du 31 octobre 2020, laissez-moi vous parler de Night of the Demons, une saga complètement dingue qui vous fera passer une délicieuse soirée, surtout en ce qui concerne son premier opus. Enfin, tout ça, c'est si par hasard, vous y survivez. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Night of the Demons est un pur film de Halloween. Nous y suivons un groupe de jeunes gens qui s'apprêtent à passer une soirée dingue en faisant la fête dans la maison funéraire abandonnée du coin. Sauf que, quand notre groupe d'ados bas de plafond va s'amuser à une séance de spiritisme qui paraît bien dans le thème, cela va tout d'un coup très mal tourner pour eux. Possession par des esprits démoniaques à la Evil Dead et meurtres gore vont venir perturber leurs petites galipettes et beuveries innocentes, pour le plus grand plaisir du spectateur. Même si le grand public ne connaît pas forcément très bien ce film, il a un petit statut culte auprès des aficionados. Et pour cause, il est aussi fun que barré et aussi jouissif que gore, et réunit à peu près tous les ingrédients pour une soirée de Halloween réussie. Cela mériterait bien une petite rétrospective, qu'en pensez-vous ? Allez, c'est mon cadeau pour Halloween. En 1986, un petit film d'horreur nommé Witchboard, réalisé par Kevin Tenney, voit le jour. Il nous fait suivre une jeune femme qui a l'audace de s'organiser une séance de Ouija lors d'une fête, ce qui va, comme vous vous en doutez, lui attirer quelques problèmes. Assez sympathique, le film disposera d'un succès d'estime et même commercial puisqu'il rapportera plus de 3 fois sa mise initiale de 2 millions de dollars, ce qui, assez logiquement, contentera ses producteurs et notamment Walter Josten, qui se lancera presque immédiatement dans la production d'un nouveau film d'horreur, histoire de se faire encore un petit peu de sous. Pour ce faire, il engagera le débutant Joe Augustine pour le scénario, véritable fanatique de divertissement horrifique qui, s'il n'avait encore jamais écrit pour le cinéma, avait déjà travaillé lors de différents tournages pour de petits films d'horreur. Mais surtout, Joe Augustine accepta de mettre aussi de l'argent dans le film, ce qui, pour ce genre de petite production, est toujours bon à prendre. En plus, cela donne plus de pouvoir au scénariste qui peut donc militer davantage pour voir ses idées passer. Même si ça ne plaît pas forcément toujours aux autres producteurs et que, d'ailleurs, cela causera certaines tensions durant le tournage de Night of the Demons. Dans un premier temps, le réalisateur devait aussi être un débutant, ami d'Augustine, mais il finit par se désister pour une raison quelconque. En quête d'un remplaçant, c'est tout naturellement que Walter Josten repensa à Kevin Tenney, qui lui avait déjà fait gagner de l'argent et avec qui il entretenait une relation professionnelle positive, et celui-ci accepta. L'idée était dès le départ de produire une œuvre spéciale pour Halloween et Joe Augustine voulait pour sa part écrire un slasher. Mais n'étant pas fan de la figure du tueur masqué, il voyait plutôt une histoire aux tueurs multiples et il prit le parti de la possession démoniaque, plus proche d'Evil Dead que de Halloween. D'ailleurs, le premier titre du long métrage fut Halloween Party, qui dut être abandonné car trop proche de celui de la franchise initiée par Big John. Mais les ressemblances avec ce classique du slasher s'arrêtent définitivement là. À cause du faible budget du film, plusieurs exigences d'Augustine durent être abandonnées, comme par exemple le fait que le petit frère de Jodie devait être l'un des personnages centraux, mais selon Josten, prendre un enfant acteur pour un rôle si important aurait juste été beaucoup trop cher, et il le relégua donc au rang de figurant. Mais malgré le faible budget, Augustine avait certaines exigences qui énervèrent l'un des producteurs, avec qui ils furent en conflit durant tout le tournage. Il voulait notamment absolument que l'introduction soit faite en animation, ce qui était bien sûr une dépense assez conséquente. Malheureusement, pour les producteurs qui étaient contre, Walter Josten, qui était tout de même le principal investisseur, se rangeait constamment du côté du scénariste et le soutenait autant qu'il le pouvait. Et l'introduction en animation fut donc validée.
Aujourd'hui, elle est d'ailleurs culte et c'est en grande partie dû au talent des deux animateurs, Kevin Kuchaver et Katy Zielinski, qui bossera en plus pendant des années pour Disney et se spécialisera dans l'animation des méchants, Ursula dans La Petite Sirène, le Fou dans La Belle et la Bête ou encore Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame. Pas n'importe qui donc. Et quand on sait qu'ils n'ont eu qu'un mois pour réaliser ce générique, on comprend tout le talent dont ils disposaient. Et c'est tant mieux. Au rayon des super techniciens, Katy n'était d'ailleurs pas toute seule, puisque nous pouvons aussi citer Steve Johnson, le célébrissime spécialiste des effets spéciaux, et qui a beaucoup appris aux côtés de légendes comme Rick Baker et Rob Bottin, en travaillant notamment sur des films mythiques tels que The Fog, Hurlement, Le Loup-garou de Londres, Vidéodrome, Ghostbusters, Poltergeist 2, etc. Et pour la première fois, avec Night of the Demons, c'était lui le créateur en chef, le responsable des effets spéciaux du film, et malgré le petit budget qui lui était accordé, il fut très ambitieux. La réussite du film vient en très grande partie de la qualité assez incroyable de ses maquillages. Lui qui avait bossé sur de grosses productions avec des réalisateurs tels que Carpenter, Joe Dante, David Cronenberg, etc., voulait que ce petit film soit en quelque sorte son œuvre, celle qu'il pouvait marquer de son empreinte et prouver qu'il avait les épaules pour monter en grade. Il était tellement ambitieux que lors des premières réunions de travail, il effraya quelque peu les producteurs qui pensaient que ce qu'il voulait accomplir avec Night of the Demons n'était juste pas possible, étant donné le peu de moyens financiers et humains dont il disposait. Furieux, il sortit de cette réunion avec l'intention de leur prouver qu'ils avaient tort et bossa ses idées toute la nuit. Et cela faillit bien tourner à la catastrophe quand, lors des premiers maquillages effectués, il trouva son travail désastreux et se mit à les effacer. Mais c'est lors de cette étape qu'il se rendit compte que le mélange des couches donnait finalement très bien et il trouva enfin l'effet qu'il cherchait à obtenir et dont on peut constater le résultat dans le film. Ouf. Et après ce long métrage, sa carrière ne fera qu'embellir d'année en année et il est aujourd'hui considéré comme l'un des tout meilleurs. Rien que ça. Les maquillages étaient évidemment très lourds à porter pour les comédiens, comme d'habitude dans ce genre de film. Presque tous les personnages avaient leur version démoniaque qu'il fallait créer, et certains des monstres prirent plus de 12 heures à faire. D'ailleurs, l'ordre de tournage des différentes séquences fut déterminé en fonction des pièces de la maison, mais également par rapport au maquillage. Il fallait profiter le plus possible des acteurs en tenue démoniaque, non seulement pour des raisons de rentabilité, que ce soit de temps ou d'argent, car ces transformations étaient très onéreuses, que pour des raisons de bien-être pour les comédiens, qui avaient du mal à supporter ces longues heures de métamorphose. D'ailleurs, pour la scène finale, il a dû appeler des renforts pour l'aider, car il fallait maquiller un grand nombre de comédiens en une seule fois, et il ne pouvait pas le faire tout seul. Amelia Kincaid, l'actrice de la désormais légendaire Angela, déclarera plus tard qu'il n'était pas si compliqué que cela d'avoir l'air possédé, vu qu'elle était d'une humeur massacrante à cause du maquillage, et que cela, avait influencé son jeu. Cela n'a cependant pas eu que des mauvais côtés, puisque ces maquillages compliqués et longs auront au moins permis le rapprochement entre Steve et la comédienne Linnea Quigley, déjà plutôt connue dans le milieu du cinéma d'horreur après ses rôles dans les Silent Night, Deadly Night ou Le Retour des Morts-Vivants de Dan O'Bannon. Et ce rapprochement donnera ni plus ni moins qu'un mariage. Steve qualifiera plus tard cette rencontre d'amour à la lycéenne, tout paraissait irréel, leur rencontre sur leur lieu de travail, la sensation d'intéresser l'autre, puis celle du rapprochement, le tout facilité par la proximité imposée par les séances de maquillage ardues. Sinon, pour certains des trucages désormais cultes du film, Johnson s'est bien inspiré de ses précédentes expériences et des maîtres auprès desquels il a perfectionné son art. La séquence du rouge à lèvres qui disparaît dans le sein d'une Quigley possédée, par exemple, utilise la même méthode que la scène mythique de Vidéodrome, durant laquelle James Woods sort un flingue de l'intérieur de son propre corps. Ici, bien sûr, une fausse poitrine a été utilisée, ainsi qu'un rouge à lèvres télescopique qui se rétractait sur lui-même et qui prenait donc moins de place une fois disparu à travers la prothèse. Parlons également, tant que nous y sommes, de la fumée bleue extrêmement toxique que l'équipe a utilisée durant une grande partie du tournage pour donner cette ambiance onirique, voire cauchemardesque, et qui fonctionne d'ailleurs très bien à l'image. Eh bien, les comédiens ont dû tourner au milieu de cette fumée durant un mois et finissaient par se moucher bleu au bout d'un moment, jusqu'à longtemps après la fin du tournage. Tandis que les techniciens étaient obligés de porter un masque sans arrêt. Aujourd'hui, cette fumée est d'ailleurs interdite lors de tournage, notamment parce qu'elle est cancérigène, et ce au grand dam des techniciens et même de certains acteurs du film qui vantent encore maintenant ses vertus esthétiques. Aussi, beaucoup d'idées visuelles présentes dans le film viennent de bricolage et autres bouts de ficelle trouvés en cours de route, comme par exemple la scène durant laquelle Jodie et Roger escaladent le mur avec des barbelés. Eh bien, en fait, les barbelés étaient déjà sur le mur. Ils ont donc simplement décidé de les exploiter de façon originale. Et comment ne pas parler de l'effet utilisé sur les mains d'Angela, qui obligeait Amelia Kincaid à plonger ses mains dans de l'eau glacée après moins de 10 secondes sous peine de réellement se brûler. Un tournage qui n'était pas toujours des plus évidents pour l'équipe, comme vous l'aurez compris. Sinon, si ce long métrage a encore aujourd'hui une ambiance si particulière, c'est en grande partie grâce à sa maison abandonnée des plus convaincantes. Et pour cause, c'était réellement une maison abandonnée. Walter Josten avait réussi à la voir pour presque rien, et du coup, Augustine, Taney et lui visitèrent les lieux puis adaptèrent le script à la disposition des différentes pièces, afin que l'endroit colle parfaitement à l'histoire, ou l'inverse, c'est comme vous voulez.
Cela ne fait évidemment que renforcer l'impression que cette énorme bâtisse est réellement hantée, d'autant qu'elle était visiblement terrifiante pour les comédiens et les techniciens qui devaient l'occuper durant un mois. Plusieurs des acteurs expliquent avoir entendu des bruits étranges à différents moments, voire même avoir aperçu des silhouettes à des endroits où personne n'était censé se tenir. Hal Havins expliquera plus tard qu'il n'osait même plus ouvrir les portes à partir d'un moment. Ces sensations étaient bien sûr renforcées par le fait qu'ils tournaient beaucoup de nuit, ce qui leur permettait d'avoir la lumière souhaitée pour le film à moindre coût, encore une fois, et que, bien sûr, cela amplifiait la peur que ressentaient les comédiens et qui se voient à l'écran à plusieurs moments. Une belle façon de mettre en place une ambiance angoissante. Il y a pas mal d'autres petites anecdotes rigolotes autour du film, notamment sur les comédiens, dont beaucoup étaient très jeunes et débutaient encore, et certains étaient dans une vraie galère, que leur rôle leur a donc permis d'éviter, et c'est tant mieux. Mais ce film complètement fou n'est pas resté dans les mémoires que grâce à des effets spéciaux et maquillages bien réussis, et une ambiance aussi fun qu'effrayante, spéciale Halloween, loin de là. C'est aussi un petit film qui, bien que sans prétention, est arrivé avec de vraies bonnes idées à l'origine de son statut culte, et sur certains points, il a volontairement tranché avec certains clichés liés au cinéma d'horreur de l'époque. Voyons ça ensemble. Rappelons-nous que Joe Augustine avait en tête d'écrire un slasher à sa sauce, poussé en plus par Walter Josten, et que nous sommes à la fin des années 80. Le 7e épisode de Vendredi 13 vient de sortir, ainsi que le 4e Nightmare on Elm Street et le 4e Halloween, et Chucky vient à peine de voir le jour. Mais surtout, des films comme le premier Hellraiser et le 2e Evil Dead viennent juste de sortir, et ont remporté un certain succès, aussi bien critique que financièrement parlant. C'est dans ce contexte qu'est imaginé Night of the Demons, qui très clairement a été pensé comme un mix entre un slasher et la trilogie infernale de Sam Raimi. Si on rajoute à ces idées l'envie de profiter de l'ambiance de Halloween en mode festivité entre adolescents, il n'est pas difficile du tout de comprendre le ton adopté par le film. De l'humour, du gore et des personnages adolescents aux personnalités caricaturales, pour ne pas dire stupides. Et pourtant, le film a probablement mieux compris que la plupart des suites de slashers de la même époque comment fonctionnent les adolescents, sans doute parce que tout le monde, ou presque de l'équipe technique aux comédiens, entrait à peine dans l'âge adulte, et la plupart avaient beaucoup moins de 30 ans. Ainsi, même si on retrouve dans le film certains clichés habituels de ce genre d'œuvre, ils sont bien souvent contrebalancés. Stooge, le gros lourd, voyou sur les bords qui se la joue et dont les punchlines dégueulasses vous arracheront soit un sourire, soit un lever de sourcils circonspect, se révèle doux comme un agneau dans l'intimité. Le vrai voyou du film et ex de Judy, l'héroïne, devient, face à l'horreur de la situation, bien plus héroïque et noble que ne l'était l'actuel petit copain de la jeune fille, et ce, malgré les airs qu'il se donnait et la lourdeur apparente du bad boy. Puis, surtout, Roger, le jeune afro-américain du groupe, n'est pas le premier à mourir. Pire encore, il ne meurt pas du tout pendant le film, ce qui fait de lui le héros du long métrage avec notre Final Girl. Selon l'acteur qui l'a interprété, Alvin Alexis, c'était carrément historique et c'était une vraie volonté de l'équipe de rompre avec ce cliché éculé, d'autant que son personnage était dès le départ mis dans des situations délicates. Sinon, le film enchaîne à peu près les mêmes clichés que les slashers de l'époque. La Final Girl semble être une sainte nitouche, au contraire de la plupart de ses amis, et tous ceux qui ne pensaient qu'à se bourrer la gueule, faire la fête, ou pire, se livrer à des actes sexuels ou éprouver du désir, se font mettre en pièces et possédés par des esprits démoniaques. Cette critique très conservatrice de la jeunesse qui était souvent relevée dans les Vendredi 13 notamment et qui paraît très moralisatrice est donc bel et bien présente ici aussi, en apparence, mais il y a quelques petites nuances à apporter. Les personnages qui sont présentés dès le départ comme des chauds lapins, par exemple, ne feront finalement rien de sexuel dans le film, du moins pas sous leur forme humaine et de leur propre volonté. Du coup, il est assez compliqué de deviner qui va survivre et qui va mourir en dehors du personnage principal, établi dès le départ comme la jeune modèle et pour ainsi dire sans défaut, la Final Girl habituelle des slashers. Mais surtout, là où dans les slashers habituels, le fait que les jeunes ô combien dévergondés se fassent dégommer un par un peut être considéré comme une critique moralisatrice de la jeunesse, ici, cette libération des adolescents et jeunes adultes est plutôt présentée de façon cool. Certes, les personnages finissent mal et possédés par des démons, mais nous sommes dans un film d'horreur qui joue avec son esthétique et son imagerie. Angela, sous sa forme démoniaque, est juste le personnage le plus classe et cool du film. Là où, encore une fois, dans Vendredi 13, à part Jason Voorhees, il est assez compliqué de trouver un personnage cool, et c'est donc le protagoniste iconisé et glorifié qui se débarrasse des représentations de la dépravation que constituent les jeunes fêtards. Pour être plus clair, dans Night of the Demons, Angela se retrouve possédée après un baiser forcé de Suzanne, elle-même sous le contrôle d'un esprit maléfique. Certaines critiques, à l'époque, avaient considéré cette scène comme une diabolisation de l'homosexualité, vu que la possession passait par un contact buccal entre deux jeunes femmes. Mais à nouveau, ce contact libère en quelque sorte Angela, qui devient alors le personnage phare de l'œuvre, puis de toute une franchise, même si ça, on ne le savait pas encore à l'époque. Malgré sa méchanceté et sa dangerosité évidente, les démons sont vraiment présentés de façon positive et fun. Ils lâchent des punchlines, s'amusent comme des fous, fêtent Halloween comme il se doit. Et qui sont les personnages principaux, les deux seuls survivants si on regarde bien? La jeune Sainte Nitouche et le fils du pasteur.
Un peu la mort du fun, vous ne trouvez pas? Contrairement au slasher, les victimes ne meurent pas simplement, elles se retrouvent possédées et donc se relèvent pour continuer la fête toute la nuit, là où les deux jeunes qui refusaient un peu de s'amuser à cause de leur caractère prude fuient cette fête et refusent la possession. Voilà la grosse originalité de ce Night of the Demon, surtout pour ce genre de long métrage. Il ne condamne pas la jeunesse et ses écarts qui sont jugés comme tels par les générations plus âgées, mais au contraire s'éclate avec eux et les présente comme cool. Alors certes, au premier degré, seuls nos personnages prudes s'en sortent vivants à la fin du film, mais il était important pour Augustine que les fêtards ne soient pas diabolisés et surtout que les démons soient vraiment cool, qu'ils soient autant capables d'effrayer le spectateur que de le faire rire. Et c'est la définition même du Halloween moderne, non? S'amuser de ces codes terrifiants. Rappelons-nous que dans beaucoup de films d'horreur, les antagonistes sont les véritables icônes, bien plus populaires que les personnages dits positifs, et cela permet de faire passer pas mal de messages et de sous-textes, dont celui-ci. Voilà pourquoi le film est si fun. Toute l'équipe s'est amusée à le faire, tout le monde en témoigne encore aujourd'hui. Les comédiens ont improvisé pas mal de répliques, ont pu modifier certains dialogues, ce qui, à nouveau, participe à faire de leurs personnages des caricatures, certes, mais des caricatures plus réalistes que celles que nous avons tendance à voir. Nous voyons des adolescents qui tentent de se donner un genre unique et bien défini, plutôt que des personnages ayant une personnalité bien définie. Et cela fait toute la différence, c'est bien plus crédible. Nous avons ici un film fait par des jeunes pour des jeunes et qui ne simule pas son fun encore une fois. Et franchement, on prend du plaisir devant ce Night of the Demons qui ne lésine ni sur le gore, ni sur les punchlines bien grasses et bien débiles. Et si le film ne sera pas un énorme succès au box-office, puisqu'il rapportera le double de sa faible mise à peine, il sera un classique des vidéoclubs, et est, comme je l'ai dit en début de vidéo, encore culte aujourd'hui, à tel point qu'une véritable franchise en a découlé. Le deuxième film, sorti en 1994, marchera vraiment sur les traces de son aîné, avec un ton vraiment similaire, sauf que cette fois, en plus des démons, nous avons un tout nouvel antagoniste en quelque sorte. Nos jeunes vivent dans une sorte de pensionnat religieux et le film nous montre l'autorité qui la régit comme répressive et négative qui bride la jeunesse. La religion donc, mais aussi les parents, l'enseignement et même l'État, à partir du moment où ils essayent de contrôler la jeunesse et de l'orienter vers ce qu'ils considèrent comme bien pour elle, toujours avec cet aspect très autoritaire et moralisateur, sont donc symbolisés par cette autorité que nos jeunes cherchent à fuir à tout prix. C'est plutôt intelligent et c'est à peu près l'antithèse des messages dégagés par les Vendredi 13-like. Puis, de nouveau, Angela est présentée comme celle qui a réussi à échapper à cette autorité et est devenue un démon, ce qui, en soi, est négatif. Mais encore une fois, c'est un démon super cool. Quand elle débarque à la fête de Halloween du pensionnat, elle la rend complètement folle et tout le monde s'amuse enfin pour de bon, sur fond de musique métal et de libération sexuelle. Éloigne-toi de moi, Satan! Et ici, la morale du film est un petit peu plus maîtrisée. Oui, la jeunesse doit être libérée, il n'est pas bon de la brider. Nous avons ce personnage de bonne sœur, au début très rigide, qui se rapprochera de ces jeunes alors qu'elle affrontera les démons à leur côté. Les jeunes et elle apprendront donc à mieux se connaître et se comprendre, et un juste milieu sera amené à être trouvé. Le message est donc se libérer, oui, mais il y a des limites. Et quand les jeunes atteignent ces limites en tombant dans la délinquance par exemple, c'est souvent justement parce qu'ils sont bridés par l'autorité, qui cherche à les contrôler contre leur gré, et produit donc en quelque sorte l'effet inverse. Nos jeunes essayent bien de fuir leur responsable et tout ce qu'il représente en fuyant cet internat religieux pour aller fêter Halloween dans une maison abandonnée autour de laquelle tournent des histoires étranges. C'est effectivement très basique comme réflexion, mais honnêtement le film le fait de façon plutôt bienveillante, toujours dans la même logique de comprendre la jeunesse et de ne pas la juger. Il ne critique pas cette jeune fille attirée par l'adrénaline de l'interdit, ni ce duo de copains prêts à transgresser les règles et qui fantasment sur leurs homologues féminins. Nous avons aussi ce jeune homme intelligent et plutôt discipliné, mais attiré par la démonologie. Ce n'est, à nouveau, encore une fois, qu'une façon de braver l'autorité parentale et les interdits, et cela montre bien que ce n'est pas juste un sentiment partagé par les voyous et autres délinquants, mais bien quelque chose de normal pour un jeune qu'on cherche, encore une fois, à dresser et à qui on interdit tout. Et puis surtout, nous retrouvons donc cette ambiance festive et super fun, mélangeant humour et angoisse, parsemée de punchlines débiles mais hilarantes, et de moments gore, et qui propose des effets spéciaux et maquillages magistraux, puis surtout, des monstres juste géniaux. Les personnages se laissent gagner par le diable un par un, et rejoignent les rangs des possédés prêts à faire la fête durant toute la nuit de Halloween, une fête littéralement monstrueuse. Et aussi, encore une fois, Angela est incroyable, et elle reste à mes yeux un personnage injustement oublié du grand public, alors qu'elle devrait se retrouver au panthéon des antagonistes horrifiques, aux côtés de Freddy, Jason et de toute la clique. Une injustice que je tenterai de réparer sûrement très bientôt. À toi de jouer dans les commentaires. Penses-tu qu'un bestiaire de l'horreur sur Angela serait intéressant? Donne-moi ton avis. Puis bon, il y a eu 2 autres films après. Et ces films m'emballent déjà beaucoup moins, voire vraiment beaucoup moins.
D'abord, il y a eu le troisième opus, Night of the Demons 3, sorti en 1997. Et malheureusement, il s'en sort beaucoup moins bien que ses aînés, surtout à cause de ses personnages. Ils sont caricaturaux, pour la plupart détestables et inintéressants. On essaie de nous présenter des protagonistes torturés et ambigus, mais nous avons plus affaire à des jeunes débiles en pleine crise d'adolescence et surtout aux réactions complètement stupides. Le film nous propose un enchaînement d'événements étranges au déroulement presque aléatoire qui tentent de poser des enjeux intéressants mais échouent lamentablement. Alors certes, Angela sauve un peu le film ainsi que certaines de ses manifestations démoniaque. Mais nous sommes très loin du fun et du gore que proposaient les deux premiers opus, et surtout, ici, au lieu de jouer avec les clichés, on tombe à pieds joints en plein dedans. Puis, comme pas mal des films de cette époque, on sent cette inspiration très post-Scream, notamment dans l'écriture des personnages et la photographie, mais comme souvent avec ce genre d'œuvre, on n'atteint évidemment pas le quart de la qualité du modèle. Et Night of the Demons 3 ira rejoindre les suites d'Urban Legend dans les bacs à soldes des cash converters pour le reste de son existence, malheureusement. Bon, si j'arrête un peu de tirer sur l'ambulance, j'admets qu'on peut tout de même passer un moment relativement sympathique devant le film, même si ça n'a pas été mon cas. Nous perdons surtout le côté fête de Halloween qui était brillamment exécuté par ses prédécesseurs et qui disparaît presque complètement ici. Et le film dont je vais vous parler à présent n'oublie pas ce côté festif. Par contre, il échoue lamentablement à faire quoi que ce soit de bien. Mesdames et messieurs, Night of the Demons, le remake. Et oui, en 2009 est donc sorti le remake de Night of the Demons, en plein dans cette fameuse période durant laquelle nous avons eu droit à tout un tas de remakes de célèbres films d'horreur, tels que Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, Meurtre à la Saint-Valentin, Halloween, etc. Et Night of the Demons nous offre donc une vision plus moderne de cette œuvre culte de 1988, et pourtant, elle tombe tellement dans le cliché, la facilité et surtout la stupidité qu'elle n'a pour ainsi dire aucune saveur. Les personnages sont tous mal écrits et aucun d'entre eux n'est attachant. Tout le discours sur la libération de la jeunesse est inexistant ici, juste remplacé par des jeunes gens, clairement pas ados d'ailleurs, obsédés sexuellement et bien souvent même très vulgaires. Mais surtout, le plus décevant dans le film est peut-être le grand nombre de facilités scénaristiques utilisées pour faire avancer l'intrigue, à l'image de cette pièce de la maison dans laquelle les personnages sont en sécurité, protégés des démons, qui m'a fait penser à un genre de touche-touche maison, pour ceux qui comprendront de quoi je parle. La fête en elle-même ne dure que quelques minutes, ressemble plus à une soirée en boîte de nuit qu'au Halloween entre potes auquel on avait droit auparavant. Les effets spéciaux, désormais numériques, à l'inverse du premier film bien entendu, étaient déjà allés à l'époque, et ils ont en plus mal vieilli, à l'inverse de son illustre aîné qui a plutôt bien traversé le temps grâce au savoir-faire de Steve Johnson notamment. D'ailleurs, certaines scènes cultes de l'original ont été refaites en moins bien, plus exagérées, plus longues, mais mal faites, et perdent donc toute leur force et symbolique. Et en plus de tout cela, Angela, qui portait déjà le troisième film presque entièrement sur ses épaules, est ici grandement diminuée, beaucoup moins impressionnante, beaucoup moins originale, beaucoup moins drôle, à l'image du film quoi. En fait, le plus étrange est que nous avons ici un remake d'un film des années 80 qui avait un ton moderne et original, mais qui est complètement tombé sous cette nouvelle forme dans les clichés les plus lourds de la fin des années 2000, aussi bien dans le fond que dans la forme. C'était, à nouveau, la grande époque de ces remakes faits souvent pour profiter d'une mode et engranger des fonds sans trop se casser la tête ou en se servant de la notoriété des films originaux, même s'il y a bien sûr des exceptions. Et le remake Night of the Demons est franchement l'un des pires de tous ces remakes. En tout cas, l'un de ceux qui ont le moins d'intérêt à mes yeux. Mais cela n'enlève en rien les qualités du premier film que je vous recommande à nouveau chaudement pour votre petite soirée d'Halloween. Car oui, si vous recherchez une œuvre centrée sur la soirée du 31 octobre, franchement, foncez. Night of the Demons est une œuvre drôle, gore, parfois presque effrayante, qui arrive à reproduire l'atmosphère de ces soirées entre amis de façon convaincante et prend à contre-pied des clichés beaucoup trop présents dans les films d'horreur américains de l'époque, et même dans certains longs métrages sortis de nos jours. Mais bon, passons. Alors, si vous aimez les possessions démoniaques douloureuses, les monstres au sens de l'humour particulièrement acerbes, les échanges de punchlines entre adolescents en pleine rébellion, les meurtres bien gore, les zombies, les maisons hantées, les années 80 ou, tout simplement, Halloween, foncez sans plus attendre et rejoignez Angela pour une danse démoniaque qui vous entraînera dans les profondeurs de l'enfer, pour la fête la plus diabolique de toute votre vie. Enfin, ça, c'est si vous en avez le cran. Merci d'avoir suivi cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Happy Halloween!